Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques par le cabinet d'avocats Lando Associés pour VK. On va parler des élections européennes et de comment les organiser tout à l'heure, mais tout de suite les brèves de la semaine avec le théâtre de Versailles qui nous dit que pour les agents qui ont été suspendus parce qu'ils ont refusé l'obligation vaccinale pour la Covid-19, eh bien il ne peut pas y avoir de congé maladie en plus. Et en matière de responsabilité, le juge des référés du théâtre de Paris a rendu une ordonnance intéressante. Bon, vous savez qu'on a la protection fonctionnelle qui est accordée sur faute personnelle détachable, mais sauf faute personnelle détachable, c'est accordé quand les gens sont victimes ou poursuivis pour un certain nombre de choses, sauf certaines infractions. Ouais, mais est-ce que ça s'applique à la responsabilité gestionnaire public devant la Cour des comptes, Cour d'appel financière, etc. Eh bien oui, au moins dans certains cas, nous dit ce juge des référés, c'est une simple ordonnance de référé, et ça ne s'applique pas forcément à tous les faits, toutes les infractions financières, et pour des tas de raisons, ça peut valoir le coup quand même d'être assuré. En tout cas, n'hésitez pas à mettre sur pause et à agrandir le tableau là que j'ai mis au-dessus et qui résume ce que j'ai fait dans un long article sur mon blog. En matière d'urbanisme maintenant, si j'ai un certificat d'urbanisme qui ne mentionne pas le risque de se voir opposer un sursis statué pour le projet envisagé, est-ce que ça vicie éventuellement l'autorisation d'urbanisme ultérieure ou est-ce que ça interdit à l'administration de refuser cette autorisation d'urbanisme ? La réponse est non. Ceci dit, lisez la décision, c'est un peu plus subtil que ça. En matière de contrat, si j'ai un contrat fantôme, c'est-à-dire qu'il y a des prestations, on croit que c'est en vertu d'un contrat, mais finalement c'est pas en vertu d'un contrat. Eh bien, le prestataire, non ou mal payé, peut demander indemnisation, soit pour enrichissement sans cause, soit parce que finalement il a subi une faute consistant à le faire croire qu'il y avait un contrat. Oui, mais ça ne s'appliquera que dans des cas extrêmement durement appréciés, notamment sur la faute, sur l'absence de contrat. Si la personne savait qu'en réalité il n'y avait pas vraiment de contrat, il ne peut pas s'en plaindre, c'est à Nancy. Le Conseil d'État précise également un peu plus les conditions d'indemnisation d'un candidat irrégulièrement lancé d'une procédure de passation d'une concession. Et puis, vous savez, il y a plusieurs procédures contentieuses. On parle de Béziers 1, Béziers 2, c'est pas du tout la même chose. Pour Béziers 1, c'est j'ai un contrat, mais je me demande s'il n'y a pas une clause d'une très grave illégalité qui fait qu'en dépit du principe de loyauté, c'est quand même logique que je m'interroge sur la légalité de mon contrat. Dans ce cas, je peux aller voir le juge. Oui, mais que va faire le juge s'il constate qu'effectivement le contrat a des nullités extrêmement graves justifiant qu'on y mette fin et qu'on ait d'autres modes d'indemnisation que ce qui est prévu au contrat, mais si les clauses sont divisibles. Conseil d'État 17 mai 2024. Et puis, quelques mots sur le silence. Un peu paradoxal, mais on va en parler. Vous savez que pour toutes les procédures administratives, s'il peut y avoir du pénal derrière, il faut dire aux gens, aux agents, aux administrés, que dans les procédures administratives, ils peuvent avoir le droit de rester silencieux, un peu comme dans les séries américaines. Ça, c'est la Cour de justice qui nous l'avait dit en 2021. Le Conseil d'État avait dit oui, ça ne s'applique quand même qu'en pénal en 2023. Puis peu de temps après, en 2023 toujours, le Conseil constitutionnel avait dit non, ça s'applique à toutes les procédures administratives, même s'il n'y a pas de pénal derrière. Et depuis, on a le Conseil d'État qui implicitement a refusé de s'aligner sur la position du Conseil constitutionnel, mais on a la CA de Paris et le théâtre Cergy-Pontoise qui viennent d'accepter qu'une procédure soit viciée si on n'a pas dit à la personne qu'elle pouvait être restée silencieuse, indépendamment qu'il y ait ou pas du pénal potentiellement derrière, et deux QPC viennent d'être admises, l'un d'être transmis au Conseil constitutionnel et l'autre d'être soumise au Conseil d'État, sur ces questions-là. Après le silence, le bruit d'abord de la décision TikTok, voici ici les références dont on a parlé bien sûr, et puis le bruit qu'a fait légitimement le rapport 2024 du Conseil d'État, parce qu'il y a des tas de choses intéressantes, une vidéo intéressante, des tas de choses à y voir, voici ici les références. Et puis les mini-brèves, que voici, et que voilà, et que voici encore, n'hésitez pas à mettre sur pause. Maintenant passons aux élections européennes 2024. Mode d'emploi. On est tous du monde public, on sait comment marchent les systèmes des panneaux électoraux, le bureau de vote, etc. Et en même temps, il y a à chaque fois des nouveautés. La première nouveauté, c'est déjà qu'on a 37 listes. Quand même, voir l'arrêté du 17 mai qui s'affiche ici, publié au JO du 18. Et puis, il y a beaucoup de nouveautés pour ces élections. À chaque épisode de ces 10 minutes juridiques, j'essaie de vous en parler. J'ai regroupé toutes ces nouveautés avec toutes les listes et un décortiquage sur l'adresse HTTPS que vous voyez ici en dessous, et comme ça vous avez accès à tous ces documents. Mais finalement, rien de tel que de s'adresser aux cadres territoriaux de terrain et qui connaissent parfaitement ceci et qui ont eu à se plonger sur ces nouveautés. Et on est tous concernés par celle-ci, et j'ai voulu demander à Madame Soudier ce qu'elle en pensait. Merci d'être avec nous. Bonjour maître, bonjour à toutes et tous.
Allez, on y va. Commençons par les procurations. Si la démarche de procuration peut toujours se faire en ligne en faisant vérifier son identité devant un officier de police, au tribunal, à la gendarmerie, aujourd'hui, il est possible de faire une demande complètement dématérialisée. Cette possibilité n'est pour le moment ouverte qu'aux détenteurs de la carte nationale d'identité nouveau format, numérique, qui permet, dans le cadre d'un nouveau service, France Identité, de faire certifier son identité. Faire certifier son identité au niveau numérique, c'est se rendre en mairie, dans une mairie qui dispose de ce dispositif, et faire vérifier que les empreintes concordent bien avec celles qui sont enregistrées sur le support de la carte d'identité numérique. Un mot sur les panneaux. En ce qui concerne l'affichage électoral, on va se reporter à la circulaire du 4 avril 2024. Celle-ci permet des aménagements possibles en cas de candidatures nombreuses. Cette année, les candidatures sont nombreuses. On dénombre 37 listes de candidats. 37 listes, c'est 19 panneaux électoraux, avec des difficultés d'implantation. Les aménagements possibles, quels sont-ils? Pas le recto verso, pas le chevauchement. Par contre, ce qu'il est possible de faire, c'est de scinder les panneaux en plusieurs parties. Des réserves. Ces parties doivent être de taille identique pour chacune des listes. Il doit également être possible d'afficher sur chacune des parties une grande et une petite affiche. Et enfin, il doit permettre la lecture des listes dans l'ordre du tirage au sort, et ce, de manière verticale. Un autre sur la loi relative au changement de nom. Une conséquence de la loi sur le changement de nom, qui est entrée en vigueur en juillet 2022, soit après les élections nationales, c'est de rendre difficile la vérification de l'identité. En tout cas dans le cas des bureaux de vote. En effet, une personne qui aura fait usage de cette loi aura peut-être changé son nom de famille précédent par celui de l'autre parent, aura peut-être fait procéder à une inversion de l'ordre de ses noms. En tout état de cause, on appelle les présidents de bureaux de vote à faire preuve de discernement et à laisser prendre part au vote des personnes qui auraient fait usage de cette loi et, pour autant, dont on peut aisément attester de l'identité, malgré une discordance. Parlons des professions de foi, les circulaires, juridiquement. Les candidats aux élections européennes devront également fournir une version numérique de leur profession de foi. Pourquoi? C'est évidemment à destination première des personnes en situation de handicap ou qui ont des difficultés à comprendre. On leur demande une version dite FALC, facile à lire et à comprendre, qui fait donc usage de pictogrammes ou de mots courants. Et puis, logiquement, les bulletins de vote. Oui, il y a également une nouveauté concernant les bulletins de vote. Les listes de candidats pourront mettre à disposition en ligne, en téléchargement, les bulletins. Pour être accepté en bureau de vote, il y a tout de même quelques conditions à respecter. Le bulletin doit évidemment être conforme au bulletin de vote du candidat. Le bulletin doit également être imprimé au format admis, c'est-à-dire le format A4 paysage. Il est toléré quand bien même il est imprimé en noir et blanc. Et il doit évidemment ne comporter aucune mention manuscrite, sinon il serait considéré comme nul. Avant que finir avec l'annonce des résultats. Concernant l'annonce des résultats, aucun État membre ne peut rendre public ses résultats définitifs, tant que le scrutin n'est pas clos, dans l'État membre où le dernier électeur vote, soit 23h dimanche, et il me semble que c'est l'Italie. Sur la tenue même des bureaux de vote, peu de choses à dire. Voilà, merci beaucoup, au revoir. Merci maître, merci à toutes et tous. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques. Parlons d'associés pour VK. Pensez vous abonner, c'est par là. Merci, au revoir.